et il nous revient surtout la lourde tâche de commencer à apporter des explications aux situations qui ont été présentées et aux témoignages qui ont été apportés depuis ce matin, qui sont très intenses, très forts, très denses et qui, je pense, vont redescendre en nous pendant toute la journée, parce que c'est quand même pas rien d'entendre ces témoignages, je trouve, toutes ces voix, les unes après les autres, répétées, en étant à chaque fois évidemment individuelles et uniques, mais répéter quand même des schémas de domination, de violence, d'oppression. Enfin, à titre personnel, d'avoir entendu ça depuis ce matin, je trouve ça vraiment très, très dur, quoi, en fait. Mais comme toujours, face à des situations qui sont dures, il faut aussi faire appel à notre intelligence critique, à nos capacités de compréhension pour essayer d'y voir plus clair et travailler donc à cette riposte que la journée ici souhaite enclencher. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Vanessa Codaccioni. Je vais présenter quand même une personne à la tribune, excusez-moi. Vanessa Codaccioni à mes côtés, historienne, politiste, spécialiste de la répression. À ses côtés, Muriel Rueff, qui est avocate au barreau de Paris et de Lille, n'importe quoi, avocate au barreau de Lille. Et de l'autre côté, Laurence Guisson, qui est magistrate et membre du syndicat de la magistrature. Donc Vanessa Codaccioni, on va commencer avec vous pour un point, alors on avait dit 10-15 minutes, voilà, un point de retour historique sur comment on se retrouve dans cette situation. Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, la répression et la criminalisation des luttes, elle a toujours existé. L'État s'est construit sur la répression et continue à exister par la répression. Il suffit de lire Marx et de voir comment il avait montré comment la répression était utilisée pour imposer la domination capitaliste, imposer des dominations d'une classe sociale sur une autre. Donc la répression, elle a toujours existé. Ce qui est important de dire, c'est que pour comprendre la répression d'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ne pas regarder l'histoire de la répression. Et notamment l'histoire de la répression en France et de la répression des opposants. Parce que la répression qu'on vit aujourd'hui, elle est dépendante des cycles de répression passés. Et que tout ce qu'on vit aujourd'hui a à un moment donné été expérimenté dans l'histoire. Alors je n'ai pas le temps de revenir sur toute l'histoire de la répression, mais je voulais vous dire quand même qu'il y a des luttes étatiques contre des mouvements, des activistes qui sont plus importantes que d'autres peut-être. La première étant la répression du mouvement anarchiste à la fin du XIXe siècle, qui est extrêmement importante. C'est vraiment un laboratoire répressif, parce que les anarchistes, ils ont été soumis à tout, à la censure, aux perquisitions, aux saisies, aux arrestations, aux procès multiples, aux condamnations à mort, aux exécutions. Il ne faut pas oublier que des militants anarchistes ont été exécutés en France. Et il ne faut pas oublier non plus que la lutte contre l'anarchisme en France a donné lieu à ce qu'on a appelé les lois scélérates, notamment à 3 lois, dont une extrêmement importante de la fin de l'année 1883 qui va donner lieu à une inculpation dont on a déjà parlé ce matin et qui s'appelle l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs a été créée pour lutter contre les mouvements anarchistes et plus généralement contre tout mouvement de gauche et tout discours de gauche. L'association de malfaiteurs, c'est une... je ne sais pas comment vous dire ça, c'est une matrice. L'association de malfaiteurs, elle a été utilisée contre les anarchistes au XIXe siècle. Ensuite, il y a eu une petite pause. Puis on la retrouve massivement, l'association de malfaiteurs, pendant la guerre d'Algérie, où elle a été utilisée contre les indépendantistes algériens et leur soutien. Dans les années 60, 70, 80, vous avez un ensemble de groupes qui vont être soumis à l'inculpation de l'association de malfaiteurs. N'importe quel groupe, ça peut être des groupes indépendantistes, corse, basque, breton, ça va être Action Directe, ça va être des maoïstes de la gauche prolétarienne. On a un retour en force de l'association de malfaiteurs dans ces années-là, et puis on voit très bien que depuis quelques années, l'association de malfaiteurs revient, soit association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, ce qui est très grave et qui a été appliqué au début à l'affaire Tarnac, ou bien l'association de malfaiteurs tout court, c'est-à-dire de droit commun, qui est notamment appliqué aujourd'hui aux militants de Buin. Donc il y a une histoire de cette association de malfaiteurs qui est très très importante à faire. Deuxième mouvement très réprimé, là encore je ne développerai pas, mais je tenais absolument à vous le dire, c'est la répression anticommuniste. Le Parti communiste français a sans doute été le parti le plus réprimé de France, de sa création en 1920
à au moins le début, le milieu de la guerre d'Algérie. Les membres du Parti communiste, ils ont tout subi, et l'État français a beaucoup réfléchi à comment réprimer des ennemis intérieurs par la répression anticommuniste. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça, et en fait, il y avait un imaginaire de la répression qui ne s'arrêtait jamais. Est-ce qu'on pourrait, dans les manifestations, les photographier avec des flashs aveuglants pour les aveugler? Est-ce qu'on peut les asperger de quelque chose? C'est des choses qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Donc ils ont tout subi. Les procès, les inculpations, les violences policières, les mutilations. Quand ils étaient blessés, les policiers allaient dans les hôpitaux pour vérifier qui avait été blessé, donc pour ficher les militants communistes. Ça vous dit quelque chose? Et évidemment, il faut penser à Charonne, aux événements de Charonne. 8 février 62, tous les morts communistes. Donc, il y a une matrice, là aussi, de la répression anticommuniste qui fonctionne à plein et qui a généré des techniques et des systèmes de répression. Ensuite, il faut parler de deux moments répressifs très importants que vous connaissez. C'est Vichy, d'une part, la guerre d'Algérie, d'autre part. Ce sont des matrices de la répression, et plus précisément des matrices de l'exception, de la répression par l'exception. Chaque fois qu'il va y avoir un dispositif d'exception qu'on veut créer en France, on va se retourner vers ces deux passés-là, Vichy ou la guerre d'Algérie. On va puiser des idées dans ces deux passés-là. Pourquoi? Parce que ça a été les plus répressifs. Et c'est pas un hasard si on a déclaré l'état d'urgence après le 13 novembre 2015. C'est dans notre passé répressif, ça vient de la guerre d'Algérie. Et il y a énormément de choses, on ne s'en rend même pas compte, qui sont passées de la guerre d'Algérie à aujourd'hui, comme ça, de manière insidieuse, par des lois, par des hommes aussi qui ont transmis des dispositifs et des expériences. Donc vous voyez, il y a toute cette histoire qui est extrêmement importante de la répression, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui change. C'est-à-dire, de toute cette histoire-là que je viens de vous raconter, je vous dis, on a un État français qui est très répressif, et qu'il a toujours été, il ne faut pas l'oublier ça. On a quand même un État qui est très répressif. Qu'est-ce qui change? 3 choses, je vais très vite pour laisser la place à mes camarades. Première chose, on l'a vu ce matin, et je suis d'accord, la multiplication des témoignages était totalement effarante et éclairante. Il y a une extension des cibles de la répression. La répression de l'État français contre les opposants, il s'est toujours focalisé sur des cibles prioritaires. Les anarchistes, les communistes, les maoïstes, les indépendantistes, c'est-à-dire des groupes véritablement assimilés à des ennemis intérieurs qui pouvaient remettre en cause véritablement le régime politique, l'État, la sécurité de l'État. Aujourd'hui, tout groupe qui conteste, qui lutte, qui revendique, qui manifeste, peut être réprimé et va être réprimé. Évidemment, plus une organisation conteste radicalement l'ordre politique et social, plus elle va être réprimée. Mais on voit très bien aujourd'hui que la répression touche tout le monde. Tous les types d'activisme, tous les types de militantisme, mais aussi des journalistes. On l'a vu avec Gaspard Blanche, mais il n'est pas le seul. Et pourquoi les journalistes indépendants sont visés? C'est parce qu'ils visibilisent les répressions policières et plus généralement la brutalité de l'État, et c'est ça qui est insupportable. Hein. C'est pour les empêcher de travailler, de visibiliser la répression. Des avocats sont touchés, et là je fais un retour sur Bure, où il y a eu l'un des avocats de Bure qui a été perquisitionné, son matériel a été saisi, il a été pris dans une affaire d'association de malfaiteurs, ce qui est très grave. Et ça aussi, il y a une histoire. Pendant la guerre d'Algérie, beaucoup d'avocats étaient réprimés, et l'État français a aussi tué des avocats algériens, notamment par le biais d'opérations secrètes. Donc il y a une histoire là aussi de la répression des journalistes et de la répression des avocats qu'il faut dresser. On a vu qu'il y avait des lycéennes et des lycéens qui étaient réprimés, c'est à Arago. On a vu qu'il y avait des collégiens qui étaient réprimés, c'est Mantes-la-Jolie. Et on a vu des manifestants, les gilets jaunes, ultra réprimés ces dernières semaines. Donc de plus en plus de monde est réprimé, le filet de la répression s'étend. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais très vite parce que vous le savez, la répression, elle s'étend, mais elle étend de multiples filets. Ce qui est très important, je crois, pour comprendre la répression aujourd'hui, c'est qu'elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs types de répression qui se mettent ensemble et qui font système. Il y a la répression par la loi. Je vous ai parlé de l'association de malfaiteurs, mais il n'y a pas que l'association de malfaiteurs. On pourrait prendre les lois Estrosi de 2010, qui ont créé 2 délits dont on a beaucoup parlé aussi, la participation à un groupement dans l'intention de commettre des violences et des atteintes aux biens,
En gros, c'est ce délit-là qui est appliqué à tout manifestant et manifestante réprimés aujourd'hui. 99% des gilets jaunes sont inculpés par ça, mais qui a aussi créé le délit d'intrusion dans les établissements scolaires. C'est Arago, c'est Ivry, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, on peut penser à la nouvelle loi anti-casseurs avec ce nouveau délit de dissimulation du visage. Un an d'emprisonnement, 75 000 francs d'amende. Euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Je suis vieille, hein. C'est mon anniversaire demain, donc ça doit être un truc un peu psychologique. Bon. Tout ça pour vous dire qu'on ne comprend rien à la répression si on ne regarde pas évidemment les législations. Parce que c'est quoi la criminalisation? Ça veut dire quoi criminaliser? Ça veut dire faire crime. Ça veut dire rendre criminel quelque chose qui n'était pas criminel avant. Et comment est-ce qu'on rend criminel quelque chose qui n'était pas criminel avant? Par la loi, en créant de nouveaux délits. Donc c'est très important. Deuxièmement, vous le savez, c'est la criminalisation, c'est aussi qu'il y a une politique de maintien de l'ordre, j'y reviens pas, et qu'il y a des multiples interpellations, garde à vue, qui vont ensuite donner lieu à des procédures judiciaires. C'est donc par l'action de la police qu'il va y avoir criminalisation. Si violence judiciaire il y a, puisque c'est le thème de la session, les violences judiciaires, évidemment, l'une des violences judiciaires, c'est de ne jamais sanctionner, on vient de le dire, les violences policières, et donc l'une des violences judiciaires est l'impunité dont bénéficient les policiers et les gendarmes. Enfin, sur ce dernier point, il ne faut surtout pas oublier le rôle de l'administration, qui est de plus en plus important dans la répression du militantisme. Ne jamais oublier que le préfet détient de plus en plus de pouvoir de répression. On l'a vu sous l'état d'urgence, c'est lui qui a perquisitionné des militants, qui les a assignés à résidence, c'est lui qui a prononcé des centaines et des centaines d'interdictions de manifester. Pourquoi le préfet est important? Parce qu'il prend de plus en plus de place dans l'antiterrorisme aujourd'hui, parce que c'est plus intéressant d'avoir un préfet qui réprime qu'un juge, le préfet découlant directement du ministère de l'Intérieur. Donc les ordres viennent directement d'en haut. Et ne pas oublier non plus que dans la loi anti-casseurs, l'article qui a été retoqué, c'était quoi? Interdiction de manifester prononcée par un préfet. Donc vous voyez bien que petit à petit, ce qu'on veut, c'est que le préfet ait de plus en plus de pouvoir de répression, donc toujours l'avoir en tête. Et bien sûr, dernier pan de ce système, la justice. Je laisserai peut-être mes collègues y revenir, mais on voit qu'évidemment il y a des violences judiciaires énormes, multiplication des procès, multiplication des peines de prison fermes. 8 mois de prison pour avoir crié « suicidez-vous » à des policiers, 4 mois de prison pour avoir jeté un pot de rillettes vers des policiers, 15 mois de prison pour des jets de pierre contre une préfecture, une dégradation de grille d'une préfecture et un incendie de barricade. Donc il y a une multiplication des peines de prison qui sont effectivement très importantes. Mais je vous alerte sur quelque chose. Les peines de prison, c'est grave et il faut les dénoncer, il faut s'indigner. Néanmoins, il y a d'autres choses qu'on voit moins. Les interdictions de manifester, qui ont été massives, par exemple au moment des Gilets jaunes, toutes les personnes qui ont été condamnées, même avec du sursis, donc on dit c'est pas grave, il n'a pas fait de prison. Oui, mais il a été interdit de manifester. Il y a aussi toutes les amendes, les peines à payer des amendes. Et je vous alerte là encore sur une forme de répression qu'on voit de plus en plus, qui est la répression par l'argent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des cagnottes aujourd'hui? Parce que les gens ne peuvent pas payer et les frais, et les amendes, etc. Donc il y a eu une forme d'étouffement des luttes par l'argent. Et je finirai, pour ne pas être trop longue, sur la troisième évolution qui me semble la plus importante en matière de répression, c'est la dépolitisation. C'est-à-dire la dépolitisation des gestes militants et des luttes par la répression. Je m'explique. Aujourd'hui, l'État français, le gouvernement français, les hommes, les femmes politiques, mais aussi les journalistes, ne reconnaissent pas que ce sont, pour leurs idées, pour leur militantisme, pour leurs gestes, que des gens vont être réprimés. On ne reconnaît pas qu'il s'agit de revendications, d'actes politiques, on ne reconnaît pas qu'il y a des motivations politiques derrière les gestes qui ont été réprimés. Et donc, on va dire que qui est réprimé? Des criminels, des délinquants, des terroristes ou des fous. Et là, vous avez 3 processus qui sont très importants en matière de répression aujourd'hui. Premier, assimilation entre militantisme et délinquance ou criminalité. Ce ne sont pas des militants, ce sont des criminels, premièrement. Deuxième processus, une assimilation entre militantisme et terrorisme. Et là, je n'ai pas besoin de développer, on a des exemples, on en a parlé ce matin, des exemples en tête. Ce ne sont pas des militants, ce sont des terroristes. Là encore, manière de stigmatiser, de délégitimer des luttes et de réprimer plus aussi, il ne faut pas se mentir. Et puis troisièmement, ce ne sont pas des militants, ce sont des fous.
Ce sont des gens qui ne sont pas rationnels, qui ont des problèmes psychologiques. Et la justice, elle participe de ça, énormément, de cette dépolitisation. Pourquoi ? Parce que le cadre judiciaire ne permet plus aujourd'hui à des militants, à des activistes, à des personnes qui voudraient revendiquer leur action de le faire. Le cadre judiciaire ne le permet pas. Pourquoi ? Le choix des tribunaux. Là encore, je fais un peu d'histoire. Jusqu'en 1981 en France, entre 1963 et 1981, vous avez eu un tribunal affreux, qui a été voulu par le général de Gaulle pour lutter contre l'OAS et qui s'est très rapidement appliqué aux manifestants de mai 68, au MAO, à l'ETA, au FLNC, à Action Directe. Ce tribunal de 63 à 80 s'appelait la Cour de sûreté de l'État. C'est un tribunal affreux, pourquoi ? Parce que les militants étaient jugés par des juges choisis par le président de la République, mais aussi par des militaires. Mais il avait un avantage. Il reconnaissait que les personnes qui étaient jugées étaient des opposants politiques, des ennemis politiques, des adversaires politiques. On ne disait pas que c'était des fous, on ne disait pas que c'était des terroristes, on ne disait pas que c'était des criminels même, on disait que c'était des ennemis politiques. Et donc la parole politique était reconnue au sein du tribunal. Les juges laissaient parler, même moi je m'étonne quand je rends des procès, des heures et des heures les accusés expliquer leur cause, défendre, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable tribune politique. Où sont les tribunes politiques aujourd'hui ? Dans les tribunaux correctionnels, qui sont les tribunaux des petites affaires, etc. Et surtout dans les tribunaux de comparution immédiate, en 29 minutes. Alors je ne dis pas que tout le monde doit défendre la cause, en tout cas la cause ou les gestes, ou assumer les gestes qu'ils ont faits et expliquer politiquement ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ceux qui voudraient le faire ne peuvent plus le faire. Deuxième chose qui me semble très importante de vous dire, c'est qu'il n'existe plus aujourd'hui de crimes et de délits politiques. Avant, vous étiez inculpé d'une atteinte à l'autorité de l'État ou à la sûreté de l'État. On reconnaissait que vous avez voulu attenter à la politique. Aujourd'hui, vous êtes accusé de quoi si vous êtes un gilet jaune ? Entrave à la circulation routière. Waouh, c'est vachement politique. Si vous êtes une fémène, on va vous dire que vous faites de l'exhibition sexuelle. Si vous êtes un militant de bure, vous êtes un malfaiteur. Si vous êtes, je sais pas, un étudiant en lutte, on va dire que vous faites une intrusion dans un établissement, etc., etc. Il y a une dépolitisation des gestes qui ont été commis. Et ça aussi, c'est 81. Robert Badinter et François Mitterrand commencent à supprimer les crimes et les délits politiques, à les utiliser de moins en moins. Donc ça, c'est grave. Et c'est grave parce que du coup, c'est là qu'on voit l'assimilation entre militantisme et criminalité et délinquance. Vous voyez bien que ce que les personnes ont fait n'est pas politique, puisqu'ils sont accusés de délits, de violence ou de dégradation. En fait, aujourd'hui, vous êtes un militant, vous êtes accusé de quoi ? Soit d'atteinte aux personnes, atteinte à l'autorité de la police, par exemple, atteinte à des policiers, soit atteinte aux biens, dégradation, etc., vol, ce qu'on a vu tout à l'heure, recel. Bon. Vous n'êtes plus jamais accusé d'atteinte à l'État, à ses agents ou à ses institutions. Je vous signale par ailleurs que des avocats, parfois, essaient de lutter contre ça, en disant dans les tribunaux, mais ça, là, ce délit, là, groupement en vue de commettre des violences, c'est un délit politique, et monsieur les juges et madame les juges, vous devez le reconnaître, ça n'est jamais reconnu. Je ferme la parenthèse et je finis vraiment cette fois-ci. Deux conséquences directes du fait qu'il n'y a plus de crimes et de délits politiques. S'il n'y a plus de crimes et de délits politiques, il n'y a plus de prisonniers politiques. Il n'y a que des prisonniers de droit commun, puisque ce ne sont que des prisonniers qui ont été inculpés pour des crimes et des délits de droit commun. Donc plus de prisonniers politiques. Je vous signale que là encore, jusqu'en 81, il y avait des prisonniers politiques en France. Pas reconnus comme tels, ils avaient un régime spécial, mais en tout cas, on reconnaissait qu'il y avait des individus politiques en prison. Première conséquence. La deuxième conséquence, il n'y a plus de crimes et de délits politiques, il n'y a plus d'amnistie politique. Dernière amnistie politique en France, allez, 1989, une amnistie pour les forces, c'est tout. Pour avoir une amnistie politique, il faut être condamné pour un crime ou un délit politique. Crime et délit de droit commun, donc plus d'amnistie. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'amnistie politique en France, et que toutes les amnisties sociales qui sont réclamées par la gauche depuis des années sont toujours refusées. On ne cède rien à ceux qui ne sont pas des militants et qui sont des criminels ou des délinquants. Merci. Et Laurence Bissou, qui est extrêmement claire également,
va maintenant nous expliquer, si elle le veut bien, comment la politique répressive s'infiltre, modèle la justice pénale. Et voilà, la justice arrive et c'est la catastrophe. La question que je vais essayer d'évoquer assez rapidement et sans créer de nouvelles catastrophes, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des mobilisations politiques et sociales sont qualifiées pénalement, que la liste que Vanessa vient d'évoquer, à laquelle on peut ajouter effectivement la séquestration, tu as évoqué la dégradation, l'association de malfaiteurs. Pourquoi est-ce que toutes ces catégories du droit pénal classique en viennent à être utilisées dans un contexte de mobilisation politique et sociale qui vont à un moment être codées pénalement ce qui va permettre de lancer une chaîne répressive qui est une chaîne répressive expéditive très classique malheureusement, mais expéditive, la garde à vue, la comparution immédiate, les peines d'emprisonnement qu'elles produisent massivement. Et souvent la réponse qui est donnée à ça c'est la justice est aux ordres. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais peut-être faire un point, c'est essayer d'affiner un petit peu cette question de la justice aux ordres. Parce que la conviction que j'ai et qu'on peut avoir nous au syndicat de la magistrature, c'est que on se trompe si on imagine un ordre explicite du pourvoir de la manière d'une sorte de consigne verticale imposée par l'exécutif à l'autorité judiciaire. Mais qu'il y a un intérêt à réfléchir à cette question de l'ordre de manière un petit peu différente, en décalant la chose, en disant le problème que ça pose, c'est le constat d'une justice de l'ordre public. Et quand on parle d'une justice de l'ordre public plutôt que d'une justice aux ordres, ça permet d'éviter cette distinction qu'on fait entre la répression des militants et la répression dans les quartiers populaires, par exemple. Et ça permet, finalement, peut-être un peu à l'inverse de ce que tu viens de dire, mais je sais que ta défense de la justice politique est ambivalente, nécessairement ambivalente. Ça permet aussi de réunir dans la question du comment, après, et de la riposte, d'une certaine manière, une façon d'identifier en quoi cette justice de l'ordre public est une justice profondément inégalitaire, profondément violente, effectivement, et comment essayer d'en sortir. Alors pourquoi est-ce que je parle de justice de l'ordre public plutôt d'une justice aux ordres ? C'est parce que, de fait, les objectifs qui sont assignés au traitement pénal des manifestations sont des objectifs qui ne sont pas tant donnés dans un coup de fil, encore une fois, cet ordre vertical, que dans tout un climat de déclaration politique générale, de déclarations politiques répétées. Enfin, en fait, si on regarde chaque manifestation, si vous regardez avec passion les débats parlementaires, les questions au gouvernement qui vont suivre une manifestation, je vous invite à le faire, c'est vraiment extraordinaire. Vous allez avoir toujours ce moment dans lequel le gouvernement va prendre la parole pour dire il faut une réponse ferme face à ces actes scandaleux, etc. D'ailleurs, franchement, c'est vraiment un marronnier du parlementarisme intéressant. Et donc un climat, des déclarations publiques répétées qui rappellent à l'ordre, mais qui rappellent à l'ordre toute la société sur ce qu'est le danger. Quand Manuel Valls dit qu'une chemise déchirée, je ne sais plus quel était le propos qu'il a utilisé, mais enfin, ça rappelle à l'ordre en réalité la magistrature tout autant que le citoyen et la citoyenne. Un climat qui est aussi un climat informationnel. Et là-dessus, je pense que c'est important aussi de dire effectivement quel est le rôle que peut jouer la mise à disposition de certaines catégories d'informations. Si vous prenez la classe sociale des magistrats, qui est très homogène, et si vous essayez d'identifier quel est leur degré de connaissance de l'existence de violences policières au sein des manifestations actuelles ou passées, je pense que vous constaterez un degré d'information très faible.
parce que en fait c'est dans certains réseaux, via certains réseaux qu'on peut avoir connaissance de ça et qu'inversement on va avoir cet élément-là. Alors c'est pas pour disculper qui que ce soit hein, que je dis ça, c'est simplement pour essayer d'identifier aussi ce qui fait que le climat va être propice finalement à l'appréhension de la manifestation comme ce haut lieu de violence qu'il faut réprimer absolument. Et puis ce qui va définir de manière très claire cette justice de l'ordre public, c'est en réalité le lien entre la police et la justice. Or, ce lien entre la police et la justice, il est très déterminé par les structures de l'action judiciaire. Les structures de l'action judiciaire aujourd'hui dans un parquet, c'est la prééminence d'un système de travail qui est un système qui s'appelle le traitement en temps réel. C'est ce qui fait qu'en fait, la police place en garde à vue, informe le procureur de la République, c'est une obligation du Code de procédure pénale, de l'existence de cette garde à vue, et que l'urgence dans le tribunal, c'est de déterminer la suite qui sera donnée à cette garde à vue. Et donc on voit bien, si on réfléchit à ça en termes de robinet, quoi, en gros d'entrant d'une certaine manière, que c'est la police qui va faire le choix à la base. Et le choix de la police, le choix du massage, puis de la garde à vue massive, le choix de qui est placé en garde à vue, où, quand, comment, et comment est-ce qu'on donne l'information à la justice, va être déterminante sur comment est-ce qu'on impose le rythme et comment est-ce qu'on impose la politique pénale. Et par ce biais-là, et ce biais-là, je connais aussi de l'intérieur, c'est un peu notre intérêt au syndicat de la magistrature, c'est qu'on voit en fait des gens qui vous disent « oui, on ne vous rendez pas compte ». On a, par exemple, en ce moment à Paris, de plus en plus d'appels. La police ne cesse de nous appeler. Et donc, puisque la police cesse de nous appeler, c'est bien le signe que la délinquance est en hausse de manière générale et qu'il faut une réponse plus ferme. Donc, on voit bien que c'est cet élément-là qui va créer, finalement, et qui va soumettre la justice à un objectif d'ordre public, qui est un objectif historiquement des préfets. C'est le préfet qui est chargé de l'ordre public, des questions sanitaires, même des questions, etc. Mais ces objectifs préfectoraux vont clairement déborder et devenir des objectifs pris à leur cause par le service de la justice. Et on le retrouve avec une volonté de vider la rue des indésirables, de dissuader, de déstabiliser, et ça vaudra dans le cadre des mobilisations par l'utilisation, le recours par exemple à des contrôles d'identité, à des vérifications d'identité qui vont avoir pour objet assumé d'empêcher les personnes de se rendre sur des lieux de mobilisation. Si vous relisez le rapport parlementaire qui a été fait après Rémi Fraisse, après la mort de Rémi Fraisse, vous y verrez François Molins, procureur de la République de Paris, assumer ouvertement le fait qu'il utilisait des contrôles et des vérifications d'identité qui n'avaient pas d'objet simplement pour empêcher les personnes de se rendre. Le nouveau procureur de la République de Paris a carrément fait une note note interne dans laquelle il assume ça. Et on voit que cette logique du territoire, qui est la logique préfectorale à la base, est intégrée dans les pratiques judiciaires, qu'elle est intégrée dans cette idée qu'il faut mettre à distance, et je te rejoins Vanessa quand tu évoques effectivement au-delà des peines de prison, ce qui est assez effrayant finalement dans la répression actuelle, c'est de voir à quel point l'utilisation de l'interdiction de Paris, Paris ou toute autre ville selon le lieu de la répression, mais de l'interdiction de séjour, de l'interdiction de paraître, va être de l'ordre de l'automatisme, de la même manière que la question de l'interdiction de manifestation, alors qu'on voit bien qu'il y a là une liberté fondamentale et que lorsque la question c'est un outrage rébellion versus une liberté fondamentale, qu'il y ait une répression, après ça se discute, je veux dire, mais c'est voilà, une infraction pénale, bon, c'est un système, mais qu'il y ait l'utilisation, le recours à une telle mesure qui paraît qui paraît indolore face à la prison, c'est là qu'il y a une vraie question. Et quand je disais que la distinction entre répression des militants et répression des quartiers populaires doit être qu'il faut en sortir, on peut aussi en sortir en voyant combien est-ce qu'il y a une logique commune entre cette intégration des logiques préfectorales dans les mobilisations sociales et l'intégration de ces mêmes logiques dans la justice pénale classique. Si vous allez en comparaison immédiate à Paris actuellement,
Et dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est intéressant parce qu'on voit dans le public, en réalité, il y a des nouvelles personnes qui viennent assister à ça. Et bien, vous verrez des gens qui sont là pour des ventes à la sauvette. Vous verrez des personnes qui sont en général de nationalité étrangère, pauvres, à la rue, qui sont poursuivis pour des infractions de l'ordre public, des infractions de rue, de la délinquance de rue, de survie souvent, mais dont on voit bien qu'effectivement la justice a intégré cette logique qu'il fallait finalement vider la rue. Alors bien sûr, il y a des formes, des formes d'ordre d'une certaine manière quand on demande à ce que toutes les informations remontent. En fait, le ministère de la Justice fait une petite circulaire d'une page qui dit merci, dans le cadre de cette journée de mobilisation, nous souhaitons avoir toutes les informations sur toutes les procédures qui ont été faites. Donc évidemment, si vous savez qu'une personne est en supervision de votre travail, vous allez, même si vous essayez de résister, en fait, votre action professionnelle va en être modifiée. Il y a des ordres, d'une certaine manière, qui sont dans des circulaires. Je vous invite à lire la circulaire du 20 septembre 2016, qui était une circulaire vadémécum de la répression, qui a en annexe, donc qui dit un peu toutes les infractions pénales qui peuvent être utilisées, donc jusqu'à l'entrave à des travaux publics, plein de trucs qui sont complètement ressortis des placards, des tiroirs du code pénal. Des circulaires aussi sur le profilage génétique, sur le fait que l'ADN doit être systématiquement, et ça on est sur des circulaires qui datent de 2008, de 2006, et qui n'ont jamais été abrogées et qui disent qu'il faut systématiquement prendre le profil génétique de toute personne placée en garde à vue, y compris des mineurs. Vous allez avoir évidemment, et donc toutes ces attentes qui vont être données dans des circulaires générales. Alors il y a des circulaires générales comme celle de septembre 2016, et puis il y a des circulaires un peu plus particulières. Par exemple, une circulaire sur la répression pénale vers Calais. Là, pour le coup, il va y avoir une circulaire très précise avec toutes les infractions pénales sur les zones, c'est pas aéroportuaires, hein, ça doit être aéroportuaires, frontalières, etc. Mais en tout cas, donc vous allez avoir ce système-là. Et puis, cette question de la focalisation des attentes de l'exécutif qui veut nommer effectivement des procureurs en ligne et à l'aise, comme dit notre Premier ministre, mais qui va choisir qui il nomme, et qui va aussi créer les conditions de ce que l'action judiciaire soit une action au service de l'ordre public. Et ce sur quoi il y a des marges de manœuvre de mobilisation, c'est évidemment d'identifier toutes ces mécaniques pénales, le traitement en temps réel, le fichage génétique, les procédures expéditives, interroger les peines, se mobiliser quand des lois pénales veulent envisager, comme c'était le cas de la loi de programmation de la justice, qu'on puisse placer sous écoute des personnes qui encourent 3 ans d'emprisonnement. Ça, c'est des choses qui sont importantes, et c'est aussi identifier effectivement toutes ces infractions pénales et ce mouvement de la loi pénale qui fait qu'on se déconnecte de l'idée que le droit pénal sert à protéger la société contre une action qui a des conséquences. En fait, dans les infractions qui ont été citées précédemment, on voit que l'évolution, c'est des infractions qui sont déconnectées totalement d'un résultat dommageable pour la société. L'association de malfaiteurs, elle peut être poursuivie quand bien même il n'y a aucun résultat, il n'y a eu aucune conséquence. L'intrusion dans l'établissement scolaire, elle est poursuivie alors qu'il n'y a aucune conséquence. C'est l'intrusion en vue d'eux. L'occupation de hall d'immeuble, c'est une infraction dans laquelle, en soi, il n'y a pas d'action autre que la présence dans un espace privé. Et à la fois ces infractions pénales dans lesquelles il n'y a pas de résultat, qui sont des infractions de l'intention, et puis des infractions pénales, inversement, où il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de dommage, il y a juste un élément matériel. C'est le cas du fait que la contravention du fait d'avoir le visage dissimulé dans une manifestation est devenue une infraction pénale, un délit, avec la possibilité de passer en garde à vue, en comparution immédiate pour ça. Ce sur quoi il faut être vigilant, et je conclue là-dessus, hein, c'est évidemment ce phénomène qui fait que dans le cadre dans ce contexte-là, la justice va avoir le double écueil d'individualiser les faits, c'est-à-dire de les sortir de leur contexte. Et c'est un peu le propre du droit pénal, d'individualiser.
mais à la fois de les collectiviser et de rendre responsables tous pour certaines actions. Et donc on est dans cette ambivalence folle dans laquelle on va à la fois finalement individualiser et collectiviser, et c'est ça qui va, ce double mouvement permanent de balancier, qui va faire la force de la répression pénale, encore une fois, dans ce contexte de mobilisation, mais de manière plus générale, dans celui de la focalisation judiciaire et policière sur le quartier populaire. Qui va hyper rassurante. Nous terminons par Muriel Rueff, avocate, qui peut-être pourra un petit peu nous rassurer, avocate au barreau de Lille. Muriel défend beaucoup de militantes et de militants, donc il y a une expérience très pratique, très concrète des situations dont on parle depuis ce matin. Comment on défend les personnes engagées dans des luttes dans le contexte qu'on décrit et qu'on entend depuis ce matin? Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on peut dire, mais la question est large et elle fait l'objet d'ateliers cet après-midi. Je vais essayer de brosser un peu la réponse qu'on a essayé d'y apporter, parce que c'est une réponse qui n'est pas que dans les mains d'un avocat. L'erreur, ce serait dans cette situation-là de tout confier à l'avocat et puis de ne plus s'en occuper. La première chose pour défendre, c'est d'abord d'apprendre à se défendre et de se saisir de ces questions de justice, de ces questions de répression, de s'informer sur les procédures et d'essayer de se former à ce que peut être sa propre attitude face à la justice, face à la police. C'est très important parce que dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, jusqu'aux Gilets jaunes, en tout cas moi personnellement, j'avais souvent l'habitude de défendre des gens que je connaissais souvent par ailleurs, qui avaient une habitude de ces questions-là, qui s'étaient formés, qui étaient venus à des réunions, et voilà, ils savaient que face à la police, il ne faut pas parler, qu'il faut garder le silence en garde à vue, qu'il faut faire ci, qu'il faut désigner quelqu'un, etc., etc. Les premiers Gilets jaunes que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer en garde à vue, c'était leur première manif. Il n'y avait pas forcément au départ d'hostilité vis-à-vis de la police, et la police n'avait d'ailleurs pas forcément d'hostilité vis-à-vis d'eux. J'ai parfois eu l'impression d'avoir un tapis rouge, ce qui m'était jamais arrivé, pour aller visiter des gens en garde à vue. Ils étaient plutôt appréciés. Il y avait des policiers qui disaient clairement qu'ils portaient eux-mêmes le gilet jaune, etc., sur les ronds-points et tout ça. Ça s'est vite terminé, hein, très rapidement, en quelques semaines ça a été fini. Voilà, maintenant on est dans un rapport normal, qui a toujours été le cas, mais les Gilets jaunes du début n'avaient pas du tout de formation par rapport à ça. Et donc la tentative de parler, de dire, ils sortaient de garde à vue en disant, mais non, j'ai pas pris d'avocat parce que je suis innocent. Donc j'ai désigné personne. Et on découvre après que voilà, ils parlent beaucoup, et petit à petit, ils commencent à intégrer un certain nombre de bonnes pratiques, je vais appeler ça comme ça, mais qui sont des conseils essentiels qu'on donne aux gens qui manifestent aujourd'hui, de se faire en garde à vue, de désigner un avocat, de crier le nom éventuellement d'un avocat quand on voit quelqu'un se faire interpeller, de demander à la personne comment elle s'appelle, etc., etc. Toutes ces choses-là qui ont été formulées dans le cadre de la constitution des legal teams, un peu dans chaque ville, même si aujourd'hui on les retrouve surtout dans les grosses villes, et que c'est assez compliqué à mettre en place pour des questions qui tiennent aussi au nombre d'avocats, alors parfois leur origine sociologique quand même toujours assez homogène, et qui fait que parfois il y a des villes, des petites villes dans lesquelles il n'y a pas encore de legal team, et voire même de départements. Je pense à la Meuse et aux problèmes de Bure vis-à-vis de la défense des gens, où voilà, il faut venir de très loin pour défendre des gens aujourd'hui à Bure, parce que les quelques avocats qui sont sur place n'entrent pas, ne souhaitent pas adhérer à ce qui a été mis en place, aux legal teams, aux défenses collectives, etc. Donc, dans chaque ville a été créé ça. Je vais peut-être vous parler un peu de ce mouvement qui est très important pour nous, qui est très important pour les confrères et les consoeurs avec qui on a initié ce mouvement de réunion des legal teams en France, partant de l'idée qu'aujourd'hui, une personne qui
n'a pas les moyens de désigner son propre avocat qu'elle va payer par ses propres moyens, en garde à vue, il n'a pas le choix de son avocat. Il prend l'avocat commis d'office et c'est au petit bonheur la chance, sa défense va être une défense qui va changer d'avocat entre la garde à vue et la comparution immédiate, ou le reste. Il n'y aura pas le même avocat qui va suivre les choses, alors que, et c'est un premier constat, on défend beaucoup mieux les gens. Au plus tôt on est saisi du cas dès la garde à vue, au mieux on va réussir à défendre les gens. Et les procédures judiciaires, là, pour laminer les gens, elles jouent beaucoup sur cette rapidité, la rapidité de la réponse pénale, le traitement en temps réel, etc. La garde à vue qui suit la comparution immédiate, voire même voilà, le petit juge délégué à 17h, quand on ne peut plus faire une comparution immédiate, on a la casse-prison le soir, à l'issue des 48 heures garde à vue, et on sera présenté seulement le lendemain en comparution immédiate. Enfin, toutes des petites subtilités qui fait qu'on va vraiment jouer sur la rapidité de la procédure pour accentuer les répressions, puisque en comparution immédiate, ça cogne toujours plus fort, traditionnellement, que, évidemment, quand on est jugé longtemps après les faits, qu'on a eu le temps de préparer sa défense, etc. etc. Le constat était venu de là. Il a fallu organiser assez vite les choses. Ça existe depuis longtemps à Paris. Je ne sais pas si quelqu'un en parlera tout à l'heure de cette anti-rep, des mouvements anti-répression parisiens, lillois, mais il en existe aussi à Toulouse, etc. Mais le but du jeu était de faire circuler au cours des manifestations et parfois ailleurs, dans d'autres mouvements, dans des mouvements par exemple de grève d'usines, de blocage d'usines, etc., de lieux de travail, le nom d'un avocat qu'on peut désigner si on se fait interpeller et ensuite, très tôt, organiser la défense, éventuellement comparution immédiate, mais pas que, aussi dans des procès ultérieurs, pour prévenir tout ça. Évidemment, ça soulève toujours des questions. Et la question, c'est surtout quelle va être notre attitude face à la justice? Est-ce qu'on va jouer le jeu, par exemple en comparution immédiate, des garanties de représentation et dire cette personne, elle a des garanties de représentation. Si elle en a, elle va pouvoir demander un délai pour préparer sa défense. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez le choix en comparution immédiate de refuser la comparution immédiate, de demander un délai d'être jugé plus tard. Et dans ce cas, on va se demander qu'est-ce qu'on fait de vous? Est-ce qu'on vous met en prison ou est-ce qu'on vous laisse sous contrôle judiciaire ou même carrément jouer? Et donc si vous apportez au juge ce qu'il attend, c'est-à-dire des garanties de représentation, mais pas que, le risque de réitération est aussi là, etc., etc. Donc le casier judiciaire va jouer. Mais si vous apportez des garanties de représentation, vous jouez le jeu de la comparution immédiate. C'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui vous allez pouvoir les avoir, et puis il y en a d'autres pour qui vous ne les aurez pas, parce que tout le monde n'a pas de garantie de représentation. En gros, la garantie de représentation, c'est un logement stable, éventuellement un travail, une vie de couple, des enfants, je ne sais pas, tout ce qui peut vous faire rentrer dans la catégorie concitoyen normal, qui va venir à son procès la prochaine fois, qui ne va pas commettre d'autres infractions parce qu'il n'y a pas de raison de penser que, etc. Mais si vous n'êtes pas dans cette catégorie, vous serez rentré là. À partir du moment où on se dit qu'on va construire une défense qui est collective, on ne va pas défendre des gens individuellement, on va défendre un mouvement social, on va défendre des gens qui sont collectivement interpellés, on va les défendre de façon collective, la question va se soulever à un moment de si on a dans la même audience qui ont des garanties de représentation et d'autres qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse, elle va souvent être individuelle, parce que ce n'est pas nous qui allons décider pour la personne, c'est la question, elle va être posée à la personne. D'où l'intérêt dès en amont de se poser la question, quelle est, moi, mon attitude face à la justice, quelle est mon attitude face à la police? Je vais apprendre des pommes pratiques face à la police, mais après, face à la justice, comment je vais me présenter? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Qu'est-ce que je veux faire de mon procès? Etc. etc. Et là, l'avocat, il est secondaire par rapport à ça. Il est vraiment secondaire par rapport à cette défense politique-là. Il est celui qui peut aider à la préparer, à la mettre en place, mais la première décision qu'il y a à prendre, c'est celle de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire? Et la défense collective qu'on essaye de construire, elle s'adresse à des gens qui veulent construire collectivement ça et réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on se défend ensemble, pas les uns contre les autres, pas les uns à côté des autres, vraiment ensemble, défendre un mouvement social, un mouvement collectif, etc. etc. Ça, c'est la réponse un peu qui est pas parfaite, qui ne sera jamais parfaite, mais qu'on peut essayer de construire avec les gens
en se disant, bon, on est avocat, mais attention, on n'a pas le Saint Graal, on n'a pas un bouclier particulier, on n'a pas tout ça dans les mains, on doit construire ensemble, avec les gens qui sont interpellés, avec les gens qui sont en situation difficile, avec les gens qui sont comme ça. Ça, on a proposé de le faire, et il existe, ce réseau existe, ce réseau d'avocats existe. Il y en a d'ailleurs pas mal de confrères dans la salle aujourd'hui qui sont là, et qui font exactement la même chose que moi dans ces cas-là. Il y a après l'autre volet, j'ai encore un peu... Ça va? Il y a l'autre volet, parce que c'est quelque chose, j'ai été très sensible à cette écoute des témoignages de la table précédente, des gens de l'Assemblée des PC, des différents collectifs qui sont constitués à l'occasion d'un assassinat policier, enfin d'un meurtre par la police de quelqu'un. C'est l'autre chose, c'est quand on n'est pas cette fois-ci prévenu ou quoi, mais quand on est victime de violences policières. Et là, j'avoue que c'est plus compliqué encore. Je trouve que c'est encore plus compliqué. Qu'à chaque fois que j'ai été confrontée à ça, et pourtant j'ai très rarement eu des histoires vraiment très graves, mais même sur des passages à tabac en manif qui ont des conséquences en termes d'ITT, mais seulement en termes d'ITT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de meurtre, qu'il n'y a pas eu de conséquences catastrophiques. C'est déjà hyper difficile. Ils l'ont dit, leur point commun tout à l'heure à tous, c'était l'expertise. Voilà. Sur les affaires vraiment graves, c'est l'expertise. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir recours à des experts extérieurs, il faut toujours chercher à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut être, et c'est de la même manière que quand on est prévenu, hyper actif en fait. Il faut se saisir soi-même de la question pour pouvoir construire la chose avec l'avocat, aller chercher ailleurs, aller chercher un expert. Alors c'est toujours la même chose, et c'est parler le langage de l'expertise, c'est aussi parler le langage de l'ennemi, hein, mais clairement, puisque la justice veut son expert, et ben, donc il faut aller chercher le nôtre, et ça va être expertise contre expertise, et tout ça, c'est un langage qui est très particulier, qui est celui de la justice, mais on voit très bien que là-dessus, c'est assez terrible, et c'est vrai que parfois, les collectifs, là, tout à l'heure, ils ont des avocats, et pourtant, malgré ça, voilà, l'avocat, il est aussi confronté à ça, parfois, il n'a plus de bras, il n'y a plus de jambes, il n'a plus rien parce que l'institution, on ne peut pas tout en attendre. Voilà. On entend souvent dans ces collectifs, ils s'appellent souvent justice et vérité. C'est très particulier de se demander, c'est très important en fait de se demander quand on est militant, quand on peut être confronté à la police et à la justice, quelle est mon attitude face à ça, qu'est-ce que j'attends de cette justice. À un moment, on n'en attendra plus rien. Il y a beaucoup de gens qui n'en attendent déjà plus rien, où on ne fait que de se défendre sur les faits, où on le voit, etc. Parce que voilà, c'est devenu très très rare, les gens qui viennent dire j'ai fait mon acte, maintenant j'assume cet acte et je fais une défense politique qui est venue pour le juger, qui était la grande défense de rupture. Voilà, on ne sait plus quoi en attendre en fait, à un moment effectivement. Et je crois que quand on est victime de violences policières, c'est encore pire, parce qu'on met des années parfois. Enfin, je veux dire, j'ai justement les quelques dossiers là, j'ai quelques dossiers qui arrivent à l'audience. Il y a eu des faits de 2014, ceux qui arrivent à l'audience là en mai, c'est des faits de 2012. 2012, et c'était quelqu'un blessé au cours d'une manif, et tout était clair dès le départ, la scène a été filmée, etc. Si vous avez la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire si à la place de mon client vous mettez un policier et vous mettez des gens autour, c'est la comparution immédiate en deux. Ça ne fait pas un pli. Et là, il a fallu passer. La plainte a été perdue 2 fois, j'ai dû la redéposer 2 fois. Le dossier a été enterré avec une enquête qui a duré des plombs. On a fini par saisir le juge d'instruction, qui a perdu la première audition de partie civile, qui nous a reconvoqué 1 an plus tard, qui nous a dit que l'enquête qui avait été faite par le procureur avait été perdue. Enfin, c'est pour des violences qui ne sont évidemment pas graves, je veux dire, pas mortelles, il n'y a pas eu de mutilation, il n'y a pas eu de ça. C'était une ITT, une dizaine de jours, quelque chose comme ça. La personne avait été frappée à terre, on lui a volé sa caméra, tout ça. C'était des faits qui étaient quand même assez simples. Voilà, on a mis 7 ans pour arriver devant un tribunal. Donc, là-dessus, j'avoue que il n'y a pas de réponse à un moment de l'institution judiciaire et en comparution immédiate avec des jeunes, notamment qui rentrent dans la mauvaise case, voilà, le jeune de quartier populaire, 20 ans, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de formation, etc., qui lui est accusé au cours d'un contrôle policier de violence, rébellion, etc. Vous avez des dossiers, mais je veux dire, qui ne reposent
sur rien, il n'y a pas d'élément objectif. Il y a le PV qui est rédigé par le policier qui se prétend frapper, le PV de son collègue qui se prétend également frapper, les négations prévenues, et c'est tout. Vous avez des gens condamnés qui sont condamnés par un juge unique à des petites peines. Oui, de mois. Ce qui veut dire que voilà, il y a une réponse pénale qui est même pas à la hauteur de. Enfin, vous voyez, si c'était vraiment, on décrit parfois des violences aussi graves que on dit, si c'est vraiment ça, dans ce cas, il y aurait une peine plus importante. Mais non, c'est de couper la poire en deux, on met une petite peine de prison avec sursis ou aménageable, comme ça la personne ne fera pas appel. On a parfois aussi ces réponses-là, qui sont vraiment dégueulasses. On n'imagine pas, je fais souvent la comparaison, j'en parlais ce matin d'ailleurs avec un confrère, de dire une femme battue qui arrive chez les policiers, qui dit je suis battue, qui n'a pas un seul certificat médical, qui n'a pas une seule marque sur le corps, et qui est donc conjoint ça passera jamais devant le tribunal correctionnel. C'est que pour les policiers que ça passe. C'est ça qui est. Le constat est là-dessus ahurissant en matière de violence. J'avoue qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut, les recours aux experts, etc. Il y a un moment où, effectivement, il y a un problème entre le lien police-justice. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'énergie encore et le désir de quelques questions et commentaires? Ouais. C'est super. Et bien alors, allons-y. D'abord, merci. En plus, c'est assez génial, c'est que des meufs. C'est impressionnant. Moi, j'ai une question excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Laurence. Parce que, ouais. Et Muriel, pardon. Vanessa. On sait qu'il y a des avocats qui se battent comme ils peuvent, avec les armes qu'ils ont. Et moi, il y a une chose qui m'est complètement incompréhensible, même quand on explique, qu'on dépolitise, qu'il y a des lettres qui sont envoyées de façon officielle, des lettres, des annexes, je ne sais pas comment ça s'appelle juridiquement, bref, des trucs, là, du lavage de cerveau. Mais moi, il m'est incompréhensible, en fait, qu'il n'y ait pas, peut-être je suis naïve, mais il n'y a pas de juge, de procureur, de magistrat qui se réveille. Parce que ça fait quand même très très longtemps que ça dure. Hein. Là, c'est flagrant. Mais que ce soit le racisme, que ce soit le rapport de classe, que ce soit la dépolitisation, ça date pas d'aujourd'hui, c'est historiquement, comme l'a rappelé cette femme merveilleuse, merci, c'était trop jouissif ce que j'avais dit, Vanessa. Voilà, c'est ça ma question en fait, mais peut-être que ça existe et je suis pas au courant, mais voilà. Moi c'est un peu dans le même... C'est un peu dans le même style, mais un petit peu plus général. On a la régionalisation, donc 13 régions. Les préfets, comment ça va s'organiser? On va avoir des super pouvoirs. Parce qu'on insiste sur les préfets, bon, il y a les départements, etc. Mais là, c'est 13 régions. Moi, j'ai vu ça dans l'université. Et c'est inquiétant. Pour rebondir par rapport à ce que dit ma consoeur, je voulais juste signaler que j'ai écrit un guide du manifestant, des conseils absolument pratiques, et notamment taisez-vous, surtout si vous êtes innocent tant que votre avocat est arrivé, voilà, ce genre de choses. Donc c'est sur le site de la Ligue des droits de l'homme Paris, donc il suffit de taper guide du manifestant, Fédération de Paris, LDH, et c'est bon. Voilà. Je me demande, en fait, parce que vous avez parlé souvent de le mot ensemble, et si j'ai bien compris, toi tu as parlé aussi de sortir de la distinction entre la répression du quartier populaire et le militantisme, non? Et je me demande comment et si c'est possible d'avoir un vrai ensemble qui n'est pas exclusif, parce que j'ai l'impression aussi, en plus, en France, il y a l'universalisme, beaucoup de, je sais pas, de différents besoins. Aussi, j'ai remarqué
la plupart, vous avez beaucoup parlé des gilets jaunes, mais pas, quand vous parlez de la répression, c'était moins sur la violence raciste. Et aussi, je crois, c'est pas comme la personne là-bas dit, c'est important de rejoindre les gilets jaunes, c'est aussi important de rejoindre les autres mouvements, comme ça on peut créer une vraie ensemble, parce que souvent dans les... Excusez-moi, c'est un peu trop facile de dire ensemble, mais je me demandais comment on peut utiliser cette occasion aussi pour parler sur une vraie ensemble. C'est un peu en lien avec la première question qui a été posée. Mais moi, depuis le début du mouvement, je me dis, mais pourquoi est-ce que les juges collaborent, pire du sens des termes, comme au temps de Vichy? C'est de la collaboration. Comment est-ce que ça se fait qu'ils acceptent ça, qu'ils ne se rebellent pas, que les avocats ne se rebellent pas? Et est-ce qu'on n'est pas en train là de créer une séparation encore énorme, comme il y a avec la police et la population? Eh ben, on va commencer à détester les gens qui travaillent pour la justice. C'est pas possible. Est-ce que c'est pas une conséquence dont vous avez peur? Et est-ce qu'il ne faut pas que les avocats et les juges se révèlent plus ouvertement? Comment ça se fait qu'on accepte ça? Oui, bonjour et merci. En fait, j'ai un peu les boules parce que, comme dans presque tous les meetings en fait, autour des violences policières, encore une fois, le groupe de personnes dans ce pays qui subit le plus massivement les violences policières et les violences judiciaires est silencieux. Il a été un petit peu évoqué par Madame Laurence, mademoiselle, je sais pas, enfin vous, parce que quand vous parlez de la représentante du syndicat de la magistrature, mais il y a quand même des gens qui se font rafler au niveau plus de 3500 personnes en 2 mois. La menace à ordre public et la menace impérieuse à la sûreté de l'État, contrairement à ce que vous avez dit, on y a encore recours quotidiennement. Ces personnes, c'est des personnes qu'on appelle des sans-papiers, des exilés, des demandeurs d'asile, des réfugiés. Elles sont minorées en droit triplement, parce que pauvres, parce que noires et ou musulmanes, et parce que sans documents administratifs idoines, elles sont piquées avant d'être expulsées et muselées dans des avions. Quand elles ont le courage de porter plainte, ce qui est extrêmement difficile pour elles, il n'y a jamais de suite. Et quand on organise des réunions de ce type, elles ne sont pas invitées. Donc c'est un peu problématique. Ça fait 4 ans qu'on s'égosille, qu'on en parle avec d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et pourtant, à chaque meeting, comme à Tolbiac il y a 2 ans, comme aujourd'hui, on a l'impression que c'est un point aveugle. Donc j'aimerais bien qu'on se questionne sur ce point aveugle, parce que c'est vraiment une répression massive. Massive, quoi. Et en plus, inclure cette lutte permettrait au mouvement des Gilets jaunes d'aller dans une direction qui est quand même celle aussi d'une lutte antiraciste et qui lui fait plutôt défaut jusqu'à présent. Voilà. Depuis ce matin, tout ce que j'écoute, on n'a rien à attendre de personne. Mais certaines et certains militantes le savent depuis longtemps. Pourquoi les juges sont ce qu'ils sont? Ils l'ont toujours été. Ils font partie des rouages. Donc, ma question, ou la réponse peut-être de m'emparer dans ma question, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'organiser une vraie résistance clandestine? Voilà. Excusez-moi, je vais parler de mon cas personnel. C'est un peu égocentrique, mais j'ai été blessée lors de la manifestation des Gilets jaunes le 20 avril et j'ai porté plainte, mais j'étais toute seule, je me suis mal prise. Je pense qu'il y a pas mal d'erreurs dans mon procès verbal et peu de témoins parce que j'ai juste un témoin qui m'a ramassée par terre. En fait, j'ai subi une charge de ce que je croyais être un CRS, mais c'était un policier avec la bande bleue sur le casque. Et il m'a projeté violemment au sol en fait et j'ai le coude fracturé, j'ai 5 petits morceaux dans le coude qui se promènent. Et donc voilà, j'aurai des séquelles, je sais. Mais donc je ne sais pas trop, j'ai porté plainte mais sans aucun espoir.
Et ce que Muriel a raconté ne m'a pas du tout rendu optimiste. Et je ne sais pas quelle suite je dois donner. Est-ce qu'il faut que je prenne un avocat est-ce que vraiment il faut se battre pendant 7 ans? Moi, j'ai pas envie. Voilà. Quel conseil vous me donnez? Oui, moi je voudrais qu'on m'explique comment il se fait que M. Castaner soit encore en place et pas inquiété par la justice, étant donné que, pour moi, il est responsable des blessures graves occasionnées par le maniement de ces armes. Puisque le gouvernement a lui-même reconnu que les policiers n'étaient pas formés, n'avaient pas été formés au maniement de ces armes. À ce moment-là, M. Castaner, donc le responsable ministre de l'Intérieur responsable, aurait dû interdire l'utilisation de ces armes. Comme il ne l'a pas fait au fur et à mesure des différents samedis qui se sont succédés, il y a eu de nouveaux blessés graves à cause de l'utilisation de ces armes. Alors comment se fait-il que M. Castaner ne soit pas rendu responsable de tous ces blessés graves, étant donné qu'il a maintenu l'utilisation de ces armes? On va laisser les intervenantes répondre. Alors, je vais essayer de répondre sur 3 points. La première, je vais enchaîner directement sur cette question. En tout cas, ce que je crois que ça met en évidence, c'est malheureusement en fait le fait qu'on se retrouve dans un système dans lequel la chaîne de commandement est là jusqu'au plus haut niveau et en réalité écartée de la responsabilité au sens de la mise face aux conséquences de ses actions. Parce que, on va dire, il n'y a pas de responsabilité pénale directe, et ça c'est un effet du droit pénal qui fait que voilà, il faut qu'il y ait un lien direct, et donc cette responsabilité pénale-là du commandement ne va pas être recherchée à un très haut niveau, et on l'a vu dans d'autres situations dramatiques, qu'il ne va pas y avoir de responsabilité administrative à ce niveau-là dans ce domaine, et que ensuite la question de la responsabilité politique, elle se pose dans d'autres cénacles. Et donc là, c'est vraiment une question de débat politique. Et en fait, on va se retrouver avec un système dans lequel aucun des champs de responsabilité n'est véritablement utilisé ou mobilisé par les acteurs, et à chaque fois avec des impossibilités. Mais c'est sûr que sur un plan politique, c'est une question qui se pose. Sur la question de l'idée convergence des luttes, universalisme, enfin, et la mise en question de ça en disant mais il y a quand même des besoins particuliers et c'est contestable de faire de dire il faudrait que ça se rejoigne. Je trouve que la question est vraiment très intéressante. Parce que effectivement, si on se dit qu'on part des mobilisations politiques pour dire ah ben, on va appliquer la même chose à des personnes qui font face à des oppressions beaucoup plus particulières, on se trompe évidemment si on va dans ce sens-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces mobilisations-là, elles rendent visibles à des acteurs qui ont des capacités de mobilisation politique, qui ont des canaux de mobilisation politique légitimes plus forts, et ça rend visible des problématiques qui existent dans les quartiers populaires. Si vous prenez par exemple le cadre juridique du contrôle d'identité, c'est un cadre juridique qui est en gros un cadre qui donne à la police toute possibilité de contrôler partout, tout le temps. Mais il ne contrôle pas partout, tout le temps, toutes les personnes. Il contrôle partout, tout le temps des personnes qui ne sont pas blanches, des personnes qui ne sont pas bourgeoises, dans des quartiers spécifiques, etc. Et donc le seul intérêt d'une forme de mise en commun, en tout cas de la problématique, c'est de rendre visible quelque chose qui est une réalité concrète et même corporelle, je dirais, de populations qui ont moins l'accès à la parole et moins l'accès à des mobilisations politiques qui ont des effets, quoi. Enfin, et moins accès à un changement, à une capacité de changement politique. Si vous prenez par exemple les infractions d'outrage et de rébellion, dont la répression a été alourdie en 2017, c'est passé l'outrage de 6 mois d'emprisonnement à 1 an d'emprisonnement, la rébellion de 1 an d'emprisonnement à 2 ans d'emprisonnement, à la suite de mobilisations policières où les policiers étaient cagoulés, etc., enfin des choses ahurissantes. Cette infraction-là, c'est une expérience quotidienne classique pour nombreuses populations qui ont des besoins par rapport à ça, et le besoin, ça serait qu'il y ait une contestation politique
de ces infractions pénales-là et du fait qu'elles font encourir de l'emprisonnement, mais ça n'est rendu visible dans nos cénacles qu'à l'occasion de mobilisations politiques qui font ça. Donc c'est regrettable parce que c'est le signe effectivement d'un inégal accès à la mobilisation et au changement, à la capacité éventuellement de changement politique. Mais de mon point de vue, en tout cas, ça permet à un moment de mettre en lumière des structures pénales profondément inégalitaires et à essayer d'œuvrer à les changer, sans néanmoins, effectivement, en prenant attention, je suis d'accord, c'est ça, en ça que la question était particulièrement intéressante, à se dire, attention, il y a des besoins particuliers et il y a des phénomènes particuliers d'oppression qu'il ne faudrait pas effacer derrière tout ça, quoi. Pourquoi les magistrats? Est-ce que les magistrats se réveillent? Est-ce que... évidemment, je l'ai mis en dernier parce que c'était la question la plus difficile. Je crois que l'emballement qu'on avait vu, par exemple, sur après les attentats sur l'apologie du terrorisme, ces phénomènes d'emballement-là, ils existent, je ne fais pas de comparaison, mais ils existent à chaque moment de mobilisation parce qu'il y a une sorte de panique morale qui est créée autour de ces mobilisations politiques. On le voit dans l'agenda médiatique, etc. Et tout ça, ça a un effet assez fort. C'est pas pour dédouaner, je pense qu'il y a des magistrats qui essaient de prendre de la distance par rapport à ça. Il y a des structures d'action judiciaire et policière qui sont vraiment surdéterminantes. Moi, je vous dis, en tant que syndicaliste, l'une des choses qui, je pense, est le plus grand malheur de la justice, c'est ce truc du TTR, quoi. C'est à un moment le traitement en temps réel, l'acceptation que le procureur de la République est un agent comment on appelle ça, les trucs de téléphonie là, un call center en fait. Et à partir du moment où vous êtes l'agent d'un call center avec la police au bout, qui vous presse de réagir et de réagir dans l'immédiateté, effectivement, vous ne traitez pas de la même manière la même infraction qui vous est soumise un jour ou qui vous est soumise 3 mois plus tard, vous n'allez pas du tout la traiter de la même manière. Ça ne veut pas dire que les magistrats n'ont pas une réflexion critique à faire en interne, et c'est l'objet du syndicat que je représente aujourd'hui. C'est vraiment d'essayer de se dire qu'est-ce qui est en train de se produire et comment est-ce qu'on peut mettre un pas de côté. Et je sais que c'est des choses qui se font, mais qui ne sont pas visibles. Quand vous voyez une peine, et c'est là que la question se pose aussi de, voilà, qu'est-ce qu'on en veut. Une personne qui va avoir, je ne sais pas, qui va être condamnée en comparution immédiate à un travail d'intérêt général ou à une peine d'emprisonnement avec sursis, c'est à la fois une répression qui est énorme, et c'est à la fois du côté des magistrats qui vont avoir jugé ça dans une procédure qui avait pour objectif la prison, une façon de faire un pas de côté qui peut être insuffisant, qui peut être insatisfaisant, mais qui est en fait la conséquence même du fait que la justice pénale individualise. Et qu'une fois qu'on est dans l'individualisation et qu'on est dans ce système-là, c'est ça la petite voix du peuple. C'est longtemps que... Non, mais merci beaucoup. Avant que je passe le micro à Vanessa Codaccioni, est-ce qu'il y a une des personnes organisatrices de cette journée qui souhaite répondre à la question de l'absence de personnes migrantes, sans papier? Je vous laisse réfléchir, je passe la parole à Vanessa Codaccioni et puis de notre... Je répondrai juste sur 3 points. Alors oui, on risque d'avoir des super préfets, c'est-à-dire des préfets qui ont déjà de plus en plus de pouvoir et une assise territoriale de plus en plus grande, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller, qui est le pouvoir répressif de l'administration. Sur la question distinction quartier populaire, militantisme, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est une vraie question. Je pense qu'il ne faut pas distinguer les deux en termes de répression, c'est-à-dire évidemment les quartiers populaires, les militants sont réprimés et horriblement réprimés dans les 2 cas. Par ailleurs, dans les 2 cas, chacun a constitué un réservoir d'expérience pour les autres. Ceux qui ont expérimenté en premier les violences policières et qui les expérimentent depuis des décennies, c'est bien les quartiers populaires. Bon. Maintenant, on a aussi appliqué à des militants des quartiers populaires des choses qui étaient faites avant contre les militantes et les militants. Par exemple, on sait aujourd'hui que les renseignements généraux, ne sachant plus quoi faire dans les années 90 et s'embêtant, parce qu'il n'y avait plus vraiment d'ennemis intérieurs dans les années 90, se sont rabattus sur les quartiers populaires et les banlieues en inventant des troubles et des menaces, etc. Et donc ont appliqué des grilles de lecture et des méthodes de lutte de services de renseignement
qu'ils avaient appliqué avant aux ennemis intérieurs. Donc vous voyez, il y a des bascules entre les deux. Ce que moi je dis, c'est que si quelqu'un un jour est arrêté et réprimé et a envie d'expliquer son geste, la nature politique de son geste, il doit pouvoir ou elle doit pouvoir le faire, et que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà seulement ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas des mobiles mieux que d'autres. Un militant ou une militante, elle n'est pas mieux que quelqu'un d'autre. Elle n'a pas un mobile qui est plus noble, plus légitime, meilleur, etc. Mais par contre, si elle veut, si cette personne veut faire valoir son mobile politique, ses revendications politiques, la cause qu'elle défend, elle doit pouvoir le faire. La parole politique doit aujourd'hui, la parole politique des personnes réprimées doit être reconnue, elle ne l'est pas. Et j'en viens sur Castaner. Pourquoi Castaner n'est pas rendu responsable? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé beaucoup d'impunité policière, on pourrait aussi finir la journée en parlant, la matinée en parlant d'impunité politique. Admettons, dans une hypothèse absolument incroyable et extraordinaire, qu'il le soit reconnu responsable de toutes ces violences, pour avoir donné des armes, pour avoir... Par qui serait-il jugé, puisqu'on est sur les violences judiciaires? Il serait jugé par la Cour de justice de la République, qui est un tribunal d'exception. Les tribunaux d'exception, normalement, c'est fait pour les militants et pour les condamner plus. Là, on a un tribunal d'exception qui est fait pour condamner moins. La Cour de justice de la République, c'est un tribunal qui est composé par 3 juges et ensuite par des sénateurs et des députés qui vont décider si un homme ou une femme politique, donc un des leurs, doit aller en prison ou doit être condamné. Et évidemment, personne n'est jamais condamné. Donc, ce tribunal-là, ça fait des années que tout le monde dit qu'il va le supprimer. C'est chaque fois vous regarderez les programmes des présidentielles, c'est chaque fois et finalement, ce tribunal n'est jamais supprimé. Je finis donc par l'impunité des hommes et des femmes politiques.